Dans l'Angleterre des années 40, le directeur de la photographie Jack Cardiff va être particulièrement remarqué pour son talent. Sous la direction de Michael Powell et Emeric Pressburger, il va travailler sur 3 de leurs films, 3 chefs-d'œuvre dans lesquels sa maîtrise du Technicolor et de la lumière en général vont faire des merveilles. À tel point qu'aujourd'hui encore, Les Chaussons rouges et Le Narcisse noir comptent parmi les plus beaux films de toute l'histoire du cinéma. Avec un Oscar en poche amplement mérité, Cardiff va ensuite œuvrer pour Henry Hathaway, Alfred Hitchcock, Joseph Mankiewicz, King Vidor, Richard Fleischer ou même George Pancosmatos pour Rambo 2. Si Jack Cardiff était sans conteste l'un des plus grands directeurs photo de l'histoire, on sait peut-être moins qu'il a aussi été réalisateur et que parmi ses films se trouve une série B particulièrement violente pour l'époque, mais dont les premiers fans se nomment Martin Scorsese et Quentin Tarantino. Entre 1958 et 1974, Jack Cardiff réalisera des films aussi différents que Son and Lovers, un drame qui lui vaudra 7 nominations à l'Oscar, dont celle du meilleur réalisateur. Mutation, un film bis avec Donald Pleasence au milieu d'une galerie de monstres façon Freaks. He's one of us. We accept you. He's one of us. Les Drakkars, un petit film d'aventure qui renvoie surtout aux Vikings de Richard Fleischer, pour lequel Jack Cardiff était directeur photo. Et surtout le film qui va nous intéresser ici, Dark of the Sun, ou Le Dernier Train du Katanga pour son titre français. Réalisé en 1968, ce petit classique du film d'aventure est basé en partie sur des événements qui ont eu lieu au Congo belge quelques années plus tôt, avant que le pays ne soit décolonisé. L'histoire se déroule donc en 1960, lorsque le président de la toute nouvelle République du Congo charge le capitaine Curie de récupérer des colons occidentaux au fin fond du Katanga, une région située dans le sud du pays et en proie à une rébellion. En réalité, Curie doit surtout mettre la main sur des diamants d'une valeur de 50 millions de dollars, très convoité par le président. Avec l'aide d'une équipe de mercenaires, il n'a que 3 jours pour retrouver les diamants et occasionnellement ramener les Occidentaux. Mais rien ne va se passer comme prévu et le long voyage dans le train en direction du Katanga va réserver bien des surprises. Le Dernier Train du Katanga appartient à la catégorie des films de mercenaires, dont Les 12 salopards sortis 1 an auparavant est un parfait représentant. Généralement, ces films mettent en scène un petit groupe chargé d'exécuter une mission suicide sur un territoire ennemi. Le groupe en question est loin d'être soudé et si une amitié peut naître entre plusieurs membres, des traîtres potentiels peuvent également mettre en danger la réussite de la mission. Le film de mercenaires comprend également son lot de bagarres, cascades et explosions, le tout dans des décors naturels. À ce propos, Le Dernier Train du Katanga n'est absolument pas tourné au Congo, ce qu'on peut comprendre vu tous les soucis que traversait le pays, mais en Jamaïque. Si le film a marqué quelques esprits, ça n'est pas comme on pourrait l'imaginer pour sa photographie, vu que Jack Cardiff a délégué ce poste, mais plutôt pour sa violence assez impressionnante pour un film de 1968. On notera quelques plans furtifs qui flirtent avec le gore, plusieurs personnages agressés sexuellement, et de nombreux cadavres qui jonchent le sol lors d'une scène se déroulant chez les rebelles. Mais plus que tout le reste, le moment le plus célèbre du film demeure l'affrontement à la tronçonneuse, qui était, à ma connaissance, une première dans l'histoire du cinéma. Même si celui-ci est très rapide et ne fait aucune victime, l'idée fera son chemin et de très nombreux imitateurs viendront continuer ce que Jack Cardiff avait initié. La scène est d'ailleurs celle qui illustre l'affiche cinéma, qui a beaucoup joué dans mon envie de découvrir le film il y a une vingtaine d'années. Pour incarner le capitaine Curie, Jack Cardiff choisit l'acteur australien Rod Taylor, qui a été vu auparavant dans La Machine à explorer le temps de George Pal, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et Le Jeune Cassidy, déjà réalisé par Jack Cardiff. Curie est un capitaine bourru et borné, capable de soudoyer des membres de sa propre équipe pour arriver à ses fins, Une caisse de scotch et $100 pour chacun des 3 jours. mais qui peut aussi afficher une certaine droiture. Lorsque son bras droit Ruffo est insulté dans un bar, il le défend immédiatement face à un occidental raciste, et il se montre aussi plutôt réticent à l'idée d'engager un ancien nazi pour le voyage. Mais Curie est avant tout un mercenaire, bien plus soucieux de l'argent que des horreurs que traverse le pays dans lequel Ruffo est né, ce que ce dernier ne manquera pas de lui faire remarquer à plusieurs reprises. Sans aucun doute le personnage le plus humaniste du film, Ruffo incarne le pays pour lequel il se bat. Par le passé, il a également connu la barbarie, et il fait désormais tout son possible pour s'en tenir éloigné, ou que les autres ne plongent dedans. À l'écran, Ruffo est incarné par Jim Brown, un ancien footballeur américain qui avait joué 1 an auparavant dans Les 12 salopards, et qui fera le reste de sa carrière dans des films de blaxploitation. Jim Brown is Slaughter.
Les plus jeunes d'entre vous le connaissent surtout pour son rôle dans Mars Attacks, où il incarnait le mari de Pam Grier, autre grande icône de la blaxploitation. Pour le rôle féminin, Jack Cardiff choisit Yvette Mimieux, dont le CV est là aussi plutôt original. Elle se fait connaître avec La Machine à explorer le temps, soit le même film dans lequel jouait déjà Rod Taylor, et Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, réalisé par Vincente Minnelli. Après Le Dernier train du Katanga, on la retrouvera dans La prison du viol, un film dont je vous parlerai prochainement, et Le Trou noir, une production Disney. Par la suite, elle continuera sa carrière à la télévision. Malgré sa réussite, Le Dernier train du Katanga n'est pas vraiment le film que l'on cite en premier lorsque l'on évoque la carrière de Jack Cardiff. Mais comme je le disais en début de vidéo, parmi ses fans se trouvent 2 réalisateurs cinéphiles, et non des moindres. D'abord, Martin Scorsese, qui en plus d'avoir été lui aussi très proche de Michael Powell, compte Le Dernier train du Katanga parmi ses plaisirs coupables préférés. Et surtout Quentin Tarantino, énorme fan du film, qui lui rendra hommage directement dans un des siens. Lorsque Inglourious Basterds s'apprête à sortir en salle en 2009, tout le monde s'imagine avoir un remake de Inglourious Basterds, avec un A, le film bis italien de 1978. Si Tarantino reprend le titre du film de Enzo Castellari en changeant juste une lettre et lui offre au passage un petit caméo, c'est lui là derrière, Inglourious Basterds avec un E est en réalité assez éloigné du simple film de mercenaires qu'on pouvait imaginer, mais il contient toutefois plusieurs clins d'œil au genre, et notamment au Dernier train du Katanga. Tarantino réutilise le thème musical de Jacques Loussier à plusieurs reprises, il rend hommage à Yvette Mimieux via le personnage de Mélanie Laurent, Mademoiselle Mimieux. Oui. et confie à Rod Taylor le rôle de Winston Churchill, qui sera d'ailleurs sa dernière apparition à l'écran. Tarantino a également été au centre d'une rumeur sur internet concernant une supposée version longue du film, version longue qu'il aurait en sa possession et qui montrerait bien plus d'actes violents. Mais comme rien n'a jamais filtré à ce niveau, on a toutes les raisons de penser que la version actuelle est bel et bien celle souhaitée par Jack Cardiff. Adapté d'un livre de Wilbur Smith, Le Dernier train du Katanga est un film qui n'échappe pas à certains clichés, mais dont l'efficacité reste indéniable plus de 50 ans après. Grosso modo, ça bastonne, ça tue, ça flingue, ça picole, et ça transpire du début à la fin. Un déluge de testostérone qui constitue à la fois sa limite et sa force. Pour le moment, seul un vieux DVD édité par Warner est disponible en France. Un DVD sans aucun bonus, doté d'une jaquette affreuse, et dont le menu principal contient une énorme erreur. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Bref, c'est peu dire que Warner ne s'est vraiment pas foulé, et que pour un tel film, un Blu-ray digne de ce nom ne serait pas du luxe, d'autant plus qu'il en existe déjà à l'import.